Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Gros week-end de PL avec du spectacle en vue. Liverpool reçoit Newcastle, Arsenal va à Elland Road notamment. On va en parler tout de suite dans la preview de la 24e journée. Vous commencez à en avoir l'habitude si vous écoutez régulièrement Tempo. Notre équipe de choc est là. D'abord, celui qui nous accueille dans le petit confort et l'intimité de sa chambre d'hôtel ce vendredi soir pour lancer ce week-end de Première Ligue. On a de la chance, hein. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val, ouais, en direct des championnats du monde de cyclocross actuellement. On a fait la première journée aujourd'hui avec les relais, donc voilà. En déplacement, mais on est toujours là pour Tempo et pour la Première Ligue. Il est multitâche exceptionnel, notre Hugo. Avec nous également, il est sur un petit nuage depuis hier soir avec son Olympique Lyonnais qui a terminé premier de la phase régulière de Ligue Europa. Bravo aux Lyonnais, bravo Valentin, qui est pour beaucoup, je le sais. C'est Valentin Vallée, journaliste indépendant, passé par Eurosport et ici Savoie. Salut Val. Ouais, salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Bah oui, sur un petit nuage, c'est vrai. Et puis bon, Lyon qui est devant un club de Première Ligue en plus, qui est devant Aston Villa. Alors, Oh là 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 bon, là. non, je dirais pas que Lyon est meilleur que... Non, je vais Oh, pas ça rentrer commence là-dedans. fort. Mais, Ça commence fort. ah bah oui, non mais disons les choses, je suis pas là pour... voilà, mais non, mais je vais pas trop parler parce que bon, parler des fois en foot, ça voilà. Le karma Souviens-toi existe, donc... du background entre Lyon et les clubs anglais en Europa League. et Manchester, Encore la semaine, ouais. la saison Franchement. dernière, pas la semaine dernière, mais la saison dernière. Après, si c'est C'est Man pour City, ça. ça va quoi. Ça dépend quel Manchester c'est. Ah, tu préfères le... Ouais, C'est mais ça. alors, Man City, c'était pas en Europa, hein, c'était Ouais. dans l'arène, C'était la coupe un reine. grand dessus. Bon, peut-être qu'on les retrouvera l'année prochaine, qui sait. Bon, allez, trêve de Ligue 1, sinon on va lancer Tempo Foot français, là. Et ça va te ravir, hein, mon Val, mais non, on est encore sur Tempo Foot anglais, parce que le week-end de Première Ligue démarre ce samedi, avec une belle programmation, hein. On a même eu un petit peu de mal à faire parfois les choix pour ces matchs parce qu'on a un beau week-end à venir avec notamment ce Liverpool-Newcastle samedi à 21h. C'est le premier match dont on a décidé de parler parce que c'est a priori la meilleure affiche sur le papier, Hugo. Ouais, sur le papier, ça semble être la meilleure affiche de gros noms de Première Ligue qui en plus sont assez proches au classement et ça pourrait promettre un beau match. En tout cas, s'ils affichent leur niveau qu'ils ont affiché en Ligue des Champions. Voilà, ça Oui, a c'est pas beaucoup le même tourné que... c'est ça, ça a beaucoup tourné que les équipes anglaises ont fait un carton en Ligue des Champions, notamment en faisant une quasi-radia-comp totale, hein, sur le top 8. Newcastle est passé pas loin. Mais en Première Ligue, c'est parfois plus compliqué pour ces deux équipes. Liverpool, voilà, on va pas vous l'apprendre depuis le début de saison. C'est assez compliqué, malgré un mercato XXL et des attentes qui étaient assez hors normes, hein. Tout le monde les voyait dérouler. Et pour Newcastle, les saisons s'enchaînent et ne se ressemblent pas forcément. Et on a l'impression que c'est un peu du un an sur deux, hein. Et que quand Newcastle joue l'Europe, ils perdent un peu de performance en championnat. Et là, c'est un peu le cas. Donc, à voir comment les deux équipes vont réussir à aborder ce match. Liverpool est actuellement 6e avec 36 points. Newcastle est à seulement 3 points en étant 9e. Donc, c'est clairement un match important pour les deux. C'est une occasion d'éloigner un adversaire, soit de boucher le trou pour l'autre. Donc, ça va être un match ouais, très important. Un match peut-être pas, peut-être pas coup près, mais en tout cas effectivement important. Val, on en avait parlé aussi dans le débrief de cette semaine. La semaine dernière, Liverpool a perdu pour la première fois depuis fin novembre. C'était contre Bournemouth. Mais la dynamique des Reds en championnat n'est pas bonne pour autant. Non, c'était un peu la stat, c'était l'arbre qui cachait la forêt, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Parce que voilà, comme tu l'as dit, ils étaient invaincus depuis fin novembre, mais en même temps, ils ont toujours pas gagné un match en Première Ligue cette année. Donc, il serait temps quand même de se réveiller pour Liverpool et d'inscrire enfin 3 points, parce que voilà, Arne Slot, il était en difficulté, on va dire, début décembre, pour ne pas dire plus. Ça allait un petit peu mieux depuis quelques semaines, mais là, on sent qu'il est temps quand même de gagner enfin en Première Ligue.
Qui plus est face à un adversaire quand même qui est coriace, hein. Newcastle, c'est pas une petite équipe, mais c'est à domicile. Donc là, on sent vraiment que c'est la victoire obligatoire pour Liverpool. Comptablement, en plus, ils perdaient sans cesse des points parce qu'ils ont empilé un nombre de matchs nuls qui était astronomique. Donc un point par-ci, un point par-là, ça suffit pas. Et s'ils veulent continuer d'avoir des ambitions européennes, se qualifier en Ligue des Champions, il faut gagner contre Newcastle. Ce sera pas facile, mais en tout cas, c'est la mission des Reds. Et ce ne sera ni facile pour Liverpool, ni facile évidemment pour Newcastle, deux équipes qui sont très fortes offensivement. Mais souvenez-vous d'ailleurs, ce match en début d'année, en début de saison, pardon, de Première Ligue, cette victoire 3-2 au match aller de Liverpool avec le but au bout de Rio Ngomoa, le jeune ailier des Reds. C'est Il- l'époque où ça cache encore un peu la forêt, hein, pour Liverpool, où il y avait le mal commençait, mais ça ne se voyait pas parce qu'ils arrachaient toujours les victoires au bout du bout. Et ouais, je pense que c'est une époque un peu dont les Reds aimeraient bien se rappeler. Vous allez nous repeupler l'Amazonie là avec vos arbres qui cachent la forêt, messieurs, là, chacun son tour. Non mais On œuvre pour la planète, nous on est généreux, hein. ah là Ouais, c'est là ça. là là, tempo foot anglais, c'est tempo éco, tempo vert. C'est magnifique. Bon, en tout cas, deux équipes, pour revenir là-dessus, Hugo, qui sont très fortes offensivement, pas toujours très rassurantes défensivement. On en a beaucoup parlé, mais est-ce que c'est la clé ce week-end pour gagner, tout simplement? Ça pourrait, parce que l'équipe qui finalement arrivera peut-être à, en partie, au moins régler ses problèmes défensifs, réussira peut-être justement à prendre le dessus. On pourrait aussi assister à un match peut-être qui s'emballe justement avec des attaques assez fortes et des défenses plutôt hésitantes. Comme Voilà, un on peu l'a à vu. l'aller. Ouais. Ouais, c'est ça, un peu comme à l'aller. On l'a vu juste au dernier match à la défaite face à Bournemouth. Virgil van Dijk, en tout capitaine qu'il est, il est quand même fautif, notamment sur le premier but. Et quand je dis hésitant, c'est vraiment ce qui décrit son action. Quand il pense laisser filer le ballon en coup de pied de but et que finalement il est repris. Mais ouais, je pense il reste quelques certitudes dans ces équipes. Je pense que l'arrivée de Malik Thiaw, elle fait du bien à Newcastle, mais il n'est pas forcément bien entouré. À voir quelle équipe va réussir à se déjouer du piège justement du match qui s'emballe, où finalement bah, les deux équipes attaquent dans les deux sens et il faut que ça tombe d'un côté généralement. Ça pourrait finir sur un match nul, mais souvent il y a justement un peu comme à l'aller ce but qui arrive tardivement et qui fait définitivement basculer le match. À voir qui tombera dans ce piège, si c'est Liverpool ou si c'est Newcastle. En tout cas, des deux côtés, on est bien armés parce que ce soit du côté de Newcastle avec Voltema 2, Gordon, même Yohan Wissa qui commence à rejouer, Harvey Barnes, Harvey Barnes, ouais. voilà, offensivement il y a de quoi jouer. Côté Liverpool, Hugo Ekitike est toujours aussi bon. Florian Wirtz commence à trouver de la confiance. À voir pour Salah et Gakpo ce que ça pourra donner sur ce match, mais c'est sûr qu'on va avoir deux équipes qui jouent un peu de la même manière, pas plus par nécessité parce que les défenses sont en difficulté que par envie. Mais c'est sûr que ça va être pas vraiment une opposition de style. On va être sur un match avec deux équipes qui se ressemblent. Tiens, on a eu le droit Et au... normalement, quand même, on peut aussi le souligner, Ibrahima Konaté sera de retour pour compléter Ouais. ce que disait Hugo Un sur la Ça Mazraoui, devrait faire du défense. ouais. bien, hein. Voilà, il avait perdu un proche la semaine dernière. Normalement, il sera de retour, donc ça peut quand même ouais, jouer pour les Reds. Une bonne nouvelle pour Liverpool. Tiens, on a eu, avant d'enchaîner, alors ceux qui suivent régulièrement Tempo, vous le savez, Hugo porte fièrement la double nationalité belgo-luxembourgeoise, et donc de temps en temps, on a des petites expressions dont on ignore le coup de pied de but, par exemple. Je dois bien avouer que le coup de pied de but, ça c'est une grande première pour moi. Alors je ne sais pas pour toi, Val, mais... Ah, renvoie au 6 mètres, quoi. Enfin, Ah si, Ouais, pareil, non, ouais, on mais... s'est regardé, on a tous les deux entendu coup de pied de but. Ah tiens, mais et, ça innove du côté belge, mais écoute, on prend avec plaisir ces expressions, hein. Moi, bah il merci faut que je les encore, note, il ouais. faut faire un petit carnet un peu. Ah ben merci de nous parfaire notre lexique footballistique et de nous montrer que on va pas se mettre les œillères sur ce qu'on utilise comme terme en France. Voilà, c'est très bien. Coup de pied de but, ouais. Comment on dit? Je sais même pas. Relance au 6 mètres, un ouais. 6 mètres, ouais, un 6 mètres. Ouais, Sortie de ouais. but. Sortie de but, oui, sortie de but. Ouais, mais coup de pied de but. Bon, écoutez, voilà, elle est à noter pour vous, les auditeurs. Euh, oh,
alors, on parlait justement, Hugo, je n'ai pas retenu que le coup de pied de but, hein, de ce que tu me disais, je te rassure, J'espère. Hugo. Non, bien sûr que non. Parce que justement, tu nous disais, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, même en fin de match. Mais attention, parce que c'est un match à ne pas perdre pour Newcastle, Valentin. Ouais, exactement, parce que voilà, Newcastle, ils ont de grands moyens, voilà, la direction, c'est le premier budget, hein, il me semble, de Première Ligue. Ils se donnent les moyens d'aller chercher très haut et d'avoir des ambitions très élevées. Et au final, s'ils veulent jouer l'Europe, bah, c'est pas un match qu'il faut perdre, effectivement. Ils sont 9e avec 33 points. Ils sont quoi, à 4 points de la 5e place de Chelsea. Donc, c'est pas encore du tout fini, hein, pour les espoirs de Newcastle. Mais par contre, s'ils perdent face à un adversaire direct, en plus pour l'Europe face à Liverpool, ça risque d'être compliqué. Mais j'ai envie de dire aussi pour Liverpool que c'est un match crucial. Au final, c'est un match crucial pour l'Europe. C'est pas le match de la peur. On l'a un petit peu évoqué. Ça nous a fait rire en préparant l'émission, mais c'est un match d'ambitieux pour l'Europe et qui sont pas à la place où ils veulent vraiment être pour l'instant. Et donc, il faut absolument le gagner pour les deux équipes. Donc, j'ai un petit peu peur du match ennuyeux, voilà, où aucune J'espère des deux pas, hein. équipes veut trop se livrer. J'espère pas. Je suis très mauvais vendeur, donc non, je vais dire que ça va être un match génial et qu'au final, ils vont nous délivrer leur meilleure prestation depuis le début de saison, parce que c'est sur ce genre de match où il faut le livrer. Alors, je ne voudrais pas faire peur aux fans des Magpies, mais la dernière victoire de Newcastle contre Liverpool en championnat, messieurs, c'était le 6 décembre 2015. En plus, c'était à St. James Park. Ouais, ça fait plus de 10 ans que Newcastle n'a pas gagné contre Liverpool en championnat. Enfin, ceci étant, entre-temps, il y a eu la victoire de Newcastle en Cup, finale de FL Cup. Souvenez-vous, contre Liverpool 2-1. Donc, bon. On se souvient d'une grande performance de un qui a changé de crèmerie, Alexander Isak, hein. Alors, malheureusement, il ne sera pas présent avec Liverpool car toujours blessé à la jambe, mais on aurait bien aimé forcément revoir Isaac contre Newcastle ouais, ce week-end. Pas d'Alexander Isaac, mais certainement du coup Hugo Ekitike en pointe de cette attaque qui a encore brillé contre Karabag, victoire 6-0 de Liverpool en Ligue des Champions et ce grand pont d'Hugo Ekitike pour aller finir au but là. Contrôle grand pont, il y avait tout et finition. Alors que Newcastle est allé accrocher le PSG un partout en Coupe d'Europe. Fin de la C'est parenthèse pas passé loin pour la européenne. victoire, hein. Ouais, et c'est pas passé loin pour le bon braquage. C'est même pas si c'était un braquage, je remarque. Ouais, ils ont joué avec leurs armes. Ouais. En deuxième période, ça aurait pu basculer du côté des Magpies. Voilà pour cette petite parenthèse européenne. Une équipe qui a fini première de la. On parlait d'une équipe qui avait fini première de l'Europa League. Une équipe qui a fini première de la phase régulière de Ligue des Champions. C'est Arsenal, le leader aussi de cette première ligue, qui se déplace samedi à 16h à Elland Road sur la pelouse de Leeds. Il faut absolument se relancer pour le leader, qui est pas dans la meilleure dynamique de sa saison, loin de là. Mais les déplacements à Elland Road, t'aimes bien nous le rappeler d'ailleurs, Hugo, toi qui a déjà vécu un match alors de rugby dans les travées de l'enceinte de Leeds. Les déplacements à Elland Road sont toujours extrêmement piégeux. Ouais, c'est le match à ne pas perdre, j'ai envie de dire, pour Arsenal. Ils sont sur une mauvaise dynamique et ce serait. Ils avaient un match là de deux matchs avant. S'ils avaient leurs 7 points, ce serait malvenu de le consommer en 2 matchs de suite face à Man City. Même si Man City a un gros match en face, on en parlera juste après. Mais ouais, pour Arsenal, ce serait malvenu d'aller perdre ce match. Mais comme tu le disais, c'est le match piège par excellence. Leeds a réussi à transformer l'Indro en forteresse en quelque sorte, hein, parce que, comme tu disais, depuis très longtemps, depuis le 23 novembre, hein, il n'y a pas eu de victoire. Enfin, justement, Leeds n'a pas perdu à domicile depuis le 23 novembre. Donc c'est devenu compliqué d'aller jouer à Leeds. On l'avait annoncé en début de saison que ça allait être dur, surtout qu'on voyait qu'ils étaient en train de prendre de la confiance. Et là, ils y sont en pleine confiance. Et en plus, ils jouent toujours le maintien. Donc ils ont entre guillemets quelque chose qui les pousse derrière, parce que notamment il y a le regain de forme de West Ham. Et, et du coup, ouais, pour Arsenal, match piégeux, même si on l'a regardé en début d'émission, enfin avant l'émission, à la préparation. En termes de confrontation directe, il n'y a pas trop photo, à part 2 matchs nuls, dont un au retour de Leeds en Première Ligue il y a quelques années. C'est quand même largement en la faveur d'Arsenal. Ouais, on parlera justement de ce match aller dans quelques instants, mais
Avant ça, alors, pour Leeds, effectivement, ça va un peu mieux. C'est motivé aussi par ce qui se passe derrière, mais c'est le début d'un enchaînement compliqué pour les Peacocks. Le calendrier est corsé. Chaque point va être bon à prendre, Val. Ouais, ça va être la guerre des points du côté de Leeds. Alors tu l'as dit, ils sont quand même dans une bonne dynamique quand même pour resituer un petit peu tout ça. C'est vrai que ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Et la dernière fois qu'ils n'avaient pas perdu 5 matchs en Première Ligue, c'était en 2021. Et je pensais pas que Ça c'était il y a remonte. si longtemps, mais voilà, ça remonte quand même. Donc c'est pour dire, ils sont dans une bonne forme, rien d'extraordinaire, mais à l'échelle du club, en tout cas, c'est quand même très intéressant. Maintenant, ils vont avoir quand même bien besoin de cette forme et qu'elle dure surtout. Parce que comme tu l'as dit, il y a un enchaînement qui est assez, qui va être compliqué. Donc il y a la réception d'Arsenal, on l'a dit. Ouais. Ensuite, il y a la réception aussi de Nottingham Forest. Donc ça, c'est un match quand même crucial pour le maintien. Parce que c'est deux équipes qui sont en bas de tableau, en bas de classement, qui sont à quelques points d'écart, qui voient aussi West Ham remonter assez quand même dangereusement pour ces équipes. Donc, Ça donc va être chaud. Nottingham, c'est aussi piège. Ça va être chaud. Et puis derrière, ils prennent que des gros. Ils prennent Chelsea, Aston Villa et Manchester City. Donc, bon courage Ça pas le mois de à février. Leeds. Voilà, un joli petit menu. Non, bah, c'est sûr que là, ils sont gâtés. Voilà, va falloir trouver des solutions. Va falloir se donner des objectifs en termes de points. C'est sûr qu'ils vont pas gagner tous les matchs. Ils vont certainement en perdre aussi. Mais voilà, ils vont faire du Leeds comme ils le font depuis le début de saison. C'est-à-dire être une équipe accrocheuse qui va se battre sur tous les ballons, sur toutes les situations, qui va rien lâcher et qui va arracher des points. Et je les vois quand même sortir de cet enchaînement avec des points. Ça sera des matchs nuls par-ci par-là, ça sera des matchs un petit peu, pas forcément le match de l'année à chaque fois, hein, ça sera peut-être un petit peu moche entre guillemets, mais peu importe pour Leeds, là Tu ce n'aimes qu'ils pas le Daniel compte, Farke c'est Ball? c'est juste d'engranger le maximum de points possible. Oh, non, c'est pas une question de goût, c'est voilà, on va dire il est pragmatique. Je pense que il est pas là C'est un très pour joli jouer terme. le football d'Angleterre, donc voilà, il est pragmatique. Moi, je resterai là-dessus. Après, vu les équipes qu'il entraîne en carrière, il a intérêt à être pragmatique parce que bon, il a jamais eu les effectifs qui faisaient rêver non plus. Et mine de rien, il s'en sort bien cette Ah saison oui, oui, parce clairement. que au bout d'un moment, on l'avait peut-être déjà enterré et finalement, Leeds n'est à l'heure où on se parle pas relégable et surtout, ben, le Daniel Farke est toujours en poste et il réalise il est dans une plutôt bonne dynamique avec ses Whites, donc c'est très bien pour Leeds. Hugo, on a parlé de ce match aller brièvement tout à l'heure. 5-0, ça avait fait pour Arsenal. Il y avait eu un doublé de Victor Gyökeres, le numéro 9 acheté au Sporting cet été. Alors, il a marqué en Ligue des Champions, Victor Gyökeres, cette semaine, mais il n'est pas le La semaine seul. dernière face à l'Inter. Et Ah, il enfin, a cette marqué semaine aussi, aussi, oui, c'est il a vrai, oui, marqué aussi oui. cette semaine. Attention. Après, c'est pas le match qui m'a. Je vous avouerai que c'est pas le match qui m'a le plus marqué cette semaine en Ligue des Champions. Ouais, mais c'était le premier, Tu suis plus c'était le les premier matchs but de. d'Arsenal, Hugo. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'avoue que j'étais sur le multiplex, voilà. Ah bah, en plus c'était le premier but du multiplex, non? Ah, voilà. C'était pas Gyökeres le Bon, ouais, c'est pas grave. Oh non, bah bon, tant pis hein, pour maintenant. Bon, en tout cas, il a marqué cette semaine et la semaine dernière, mais il n'est pas le seul puisque les trois attaquants en pointe attitrés d'Arsenal ont marqué sur les deux derniers matchs de Ligue des Champions, De Ligue des Champions. face à l'Inter et face au Kairat Almaty. Hugo, alors, qui aligné? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est aussi une clé pour les Gunners? Clairement, ça va être une clé parce que Gyökeres, t'avais parlé de ce match où on pensait qu'il était lancé. Il y avait un but sur penalty, mais il y avait aussi un but magnifique, si vous en souvenez, où il revient depuis la gauche et il revient sur son pied droit, coupé à l'intérieur. Enfin voilà, c'était où on se En plus, disait, c'était il très lance tôt. enfin ça. C'était fin Ouais, août. Ouais. et on se disait qu'il lançait enfin sa saison et finalement, ça avait pas. Depuis, ça a pas tant marché que ça, même s'il y a eu ce très beau but face à l'Inter notamment. Mais ouais, il y a le Gabriel Jesus dont le retour est assez convaincant, même s'il n'y a pas énormément de buts, mais il avait été titularisé face à l'Inter et il avait quand même mis un doublé. Et puis je pense que le retour de Kai Havertz, là, qui a fait sa première titularisation face à Almaty, il vient clairement apporter de la concurrence parce qu'il apporte un profil quand même assez différent, dans le sens où comme il peut avoir la technique et la vitesse qu'ont Gyökeres ou Jesus, mais il apporte surtout de la taille. On sait qu'Arsenal
aime jouer sur phase arrêtée, mais aussi sur centre, notamment, avec des ailiers forts. Un peu, ouais. Euh, Havertz, il apporte clairement une solution que Jesus n'apporte pas, et que Gyökeres n'est pas le plus petit, mais le jeu de tête c'est vraiment pas sa qualité principale. Donc, oui, Havertz apporte une nouvelle solution. Ce qui va être intéressant, je pense, c'est que Arteta va pouvoir adapter son numéro 9 en fonction de son adversaire. Euh, Tout en faisant tourner, en donnant du temps de jeu à tout le monde. Mais là, justement, je me dis que Leeds, défensivement, c'est quand même assez costaud. Et en plus, ils ont des joueurs assez rapides, notamment voilà, Ronson qu'on voit souvent en contre. Je me dis que le bloc va sans doute être quand même plutôt bas du côté de Leeds et que du coup, un Kai Havertz peut peut-être plus facilement débloquer la situation qu'un Victor Gyökeres ou qu'un Gabriel Jesus, de par sa taille, de par son impact dans la surface, même si c'est pas lui qui marque. Il est forcément plus marqué sur un centre, enfin, plus tenu par les défenseurs sur un centre qu'un Gabriel Jesus ou qu'un Gyökeres. Donc là, si tu es Mikel Arteta, alors tu n'es pas Mikel Arteta, mais si tu étais Mikel Arteta, tu mettrais Kai Havertz. Je pense, ou en titulaire, oui, tout en sachant que j'ai deux autres solutions sur le banc et qu'à tout moment, enfin voilà, on peut, dès la mi-temps, si je vois que ça marche pas, je peux changer. C'est le luxe qu'a Mikel Arteta en ce moment. Surtout qu'il semble quand même être. Enfin voilà, ok, c'était le Kairat Almaty, mais il marque pour son retour, entre guillemets, même s'il avait déjà joué quelques minutes avant. Donc forcément, il fait partie de ceux qui sont en confiance, contrairement à Victor Gyökeres, qui ne l'est qu'à moitié parce qu'il sent que la concurrence arrive, même s'il a marqué contre l'Inter, il continue d'être décrié. Et Gabriel Jesus qui finalement est en train de prendre la place, mais qui a pas tant marqué que ça. Donc je pense que ouais, Kai Havertz peut apporter quelque chose de frais aussi, parce que voilà, il avait pas encore joué cette saison. Forcément, il va avoir peut-être plus de fraîcheur, que ce soit physique, que ce soit aussi mental, que ses équipiers. Il peut apporter quelque chose de nouveau. Je te pose la même question, Valentin, tiens, avant de passer au prochain match. Mets-toi dans la peau de Mikel Arteta. Qui tu nous titularises ce week-end? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Ah bah, Gyökeres, je pense. au vu du match Franchement, aller... je pense pas que Ah ouais? je. Oui, mais d'accord le match aller, mais on bâtit pas sur le passé, on bâtit sur le présent, Antoine. Oh, ça faisait Euh, longtemps qu'il nous avait pas sorti Excuse-nous, une phrase Baudelaire. comme ça. Non, je pense que je suis d'accord avec Hugo sur Havertz. J'aimerais bien voir Havertz revenir quand même assez bien. Je suis assez fan aussi de Gabriel Jesus, pardon, moi je prononce les J en R, T'es un il faut pas, espagnol. donc je me T'es un reprends. espagnol. Ouais, c'est pour ça. Et donc ouais, Gabriel Jesus, pourquoi pas. Kai Pas Havertz aussi, Gyökeres, quoi, on a compris. mais bon, ouais, pas Gyökeres. Non, mais c'est surtout que Jesus et Havertz, ils s'étaient blessés en début de saison, qu'on les a pas vus énormément jouer quand même depuis, donc je trouve c'est bien aussi qu'ils reprennent du rythme, et à force de reprendre du rythme, forcément ils vont élever leur niveau de jeu, et puis ça fait aussi de la concurrence à Gyökeres, ça peut aussi voilà, amener de l'émulation dans ce groupe et au sein des attaquants, et rendre aussi Gyökeres plus fort la prochaine fois. Voilà, s'il rentre sur le terrain, il rentrera mieux, ou s'il sera titularisé le prochain match, il sera encore plus motivé, peut-être. Vous savez ce qui va Après, se à passer, noter quand même, messieurs? Oui. contre Almaty, Havertz a commencé à débuter le match au milieu de terrain, à la place de Martin Odegaard, non sur la droite du 4-3-3. Donc il pourrait totalement aligner et Havertz et Gyökeres ou Gabriel Jesus en se disant il a son attaquant de pointe et Havertz arrive de derrière pour justement mettre cet impact physique qu'il peut apporter dans la surface. Et vous savez ce qui va se passer dans tous les cas, Ouais, messieurs? après, bon, je vois mal quand même Arteta se passer de garde. Enfin, je veux dire, s'il y a bien une pièce maîtresse pour moi qui a sa place de Personne titulaire, n'est c'est intouchable, Odegaard. c'est ça Peut-être que... un peu moins cette saison. Voilà, je voyais Hugo hocher de la tête. Je suis d'accord que cette saison, c'est pas le même Odegaard, mais c'est pareil, il était blessé en début de saison. Et voilà, à choisir entre les deux, je préfère mettre Odegaard titulaire et devoir Après, faire un choix entre Gyökeres ou Jesus, quoi. Havertz épaulé Ou par Rice Havertz. et Zubimendi, ça reste, enfin, ça, C'est ça, un ça casse-tête, hein. reste, ça reste quelque chose qui semble convaincant. Enfin voilà. Mais Bah, oui, c'est sûr que c'est un casse-tête. écoutez, messieurs, de toute façon, je pense que comme à chaque fois qu'on parle d'un numéro 9 qui n'est pas en confiance, on va le relancer. Donc je mise sur un nouveau doublé de Victor Gyökeres ce week-end. C'est probable, c'est probable. C'est ce qui nous est arrivé C'est pas sur les possible. derniers C'est épisodes. probable.
Justement, tiens, on parlait du leader, parlons de son dauphin, Manchester City, qui se déplacera dimanche à 17h30 sur la pelouse de Tottenham. Val, c'est un gros test pour Marc Guéhi notamment, et pour les recrues en général, hein, aussi Antoine Semenyo, qui continue de s'adapter dans cette nouvelle équipe de Manchester City. Les recrues vont avoir fort à faire ce week-end. Ouais, tout à fait. Alors, Antoine Semenyo, il avait marqué pour son premier match, mais c'était en Cup. Ensuite, il avait enchaîné à Manchester United. Il avait pas marqué. Les Citizens, en plus, s'étaient inclinés. Donc, c'est vrai que c'était pas un super match de sa part et des Citizens en général. Il a marqué face aux Wolves la semaine dernière. Bon, sans manquer de respect aux Wolves, ça restait pas quand même un test qui était énorme pour City. Donc là, je trouve que c'est un test quand même beaucoup plus intéressant à l'extérieur face à Tottenham pour Semenyo. En plus, il y a Jérémy Doku qui est blessé, donc logiquement, je verrai quand même Antoine Semenyo débuter cette rencontre. Et on le sait, il a été aussi recruté parce qu'il est très prolifique. C'est un attaquant qui marque beaucoup de buts. Et il peut jouer aussi sur l'aile droite, sur l'aile gauche. Il a le pied droit pris, pied gauche. Donc c'est dans le genre de match où voilà, on attend d'un Semenyo qui soit performant, peu importe sa position, peu importe son poste, en cas de blessure ou même en temps normal hein, d'ailleurs. Et puis l'autre gros test, tu as dit, c'est Marc Guéhi. Marc Guéhi qui a joué face aux Wolves, qui a fait sa première en première ligue avec City. Là aussi, les Wolves, comme on l'a dit, c'est pas un match référence, donc là c'est important pour Marc Guéhi, c'est sûr qu'il jouera pour sa part. Voilà, il a été recruté cet hiver parce qu'il y a une succession de blessures, il y a beaucoup de blessés dans les rangs de City en défense, donc Il y a pénurie, hein. voilà, Marc Guéhi. Comment, Hugo? Il y a pénurie, oui, clairement. On avait rappelé en Oui, catastrophe oui, le ouais, jeune ouais, Max ouais, Alain pardon. de près qui était à Watford. Il faisait sa saison d'apprentissage en Championship. On l'a jeté dans le grand bain. Et d'ailleurs, ça s'est pas très bien passé pour lui. Donc, ouais, il va falloir qu'il prenne rapidement ses responsabilités. Blessure de Marguerite. Stones, Ouais, c'est de ça, Ruben pour Dias rappeler qui Ruben reviendront Diaz. pendant le mois de février, voire à la fin du mois de février, et Et c'est Guardiol Guardiola. qui est absent jusque mai a priori. Jusque Guardiol blessé à la cheville. Ouais. Donc, Exactement. Donc oui, non, bah pour finir, match très important, match test pour ces deux recrues, que ce soit Semenyo ou Guéhi, dans des postes différents, bien évidemment, dans des rôles différents. Mais on les attend et ils seront scrutés parce que c'est un match qui va dire quand même des choses pour la suite de la saison du côté de City et du côté de ces deux joueurs-là. d'autant que Tottenham a marqué 8 buts sur ses 5 derniers matchs, donc défensivement, il va falloir aussi cadenasser. Un petit aussi parce qu'on a prévu notre petit point transfert, évidemment, vous en avez l'habitude en fin d'émission. On l'avait pas préparé, tiens, c'est Oscar Bob aussi on parlait de la blessure de Doku qui allait laisser le champ libre à Antoine Semenyo. Eh bien, Oscar Bob a quitté Manchester City pour rejoindre Fulham pour une trentaine de millions d'euros après 6 ans et demi au club, donc le Norvégien qui quitte Manchester City. C'était Euh, pressenti, hein. Ouais, on le sentait arriver et c'est quand même. Je suis un petit peu étonné de voir ce départ, même si on en avait entendu parler. Je suis assez étonné, d'autant que il avait explosé à Manchester City. En même temps, c'est son seul club pro jusque-là. Et puis il y avait la connexion norvégienne qui fonctionnait bien avec Erling Haaland, mais il va falloir retrouver aussi du temps de jeu pour Oscar Bob. Il y a beaucoup de concurrence dans cette équipe de Manchester City. Il y a aussi mine de rien, il y a encore du lourd, même s'il y a pas mal d'absences et que les résultats ne suivent pas trop du côté de Tottenham. Il y a quand même une équipe encore, moi je la trouve toujours séduisante, malgré tout ça, sur le papier. Et les Spurs, Hugo, sont adeptes de ce genre de gros coups face à Manchester City. Ouais, Man City, c'est un peu le gros qu'ils aiment aller ennuyer, surtout quand on s'y attend pas. Quand Tottenham n'a plus rien à jouer et que Man City est en pleine bourre, bah, ils vont perdre face à Tottenham. Mais en plus, là, Tottenham serait très bien inspiré de refaire ce coup parce que ils vont, ils sont quand même plus proches de la relégation que de Ah ouais, l'Europe, enfin, largement. ou que de quoi que ce soit. Même si on s'inquiète pas totalement, comme tu l'as dit, ils ont un effectif qui doit leur permettre de se maintenir largement. Mais attention, l'enchaînement va être compliqué parce que
Parce que là, pour Tottenham, ça commence sur ce match face à City, mais ça va enchaîner assez fort sur les 4 prochains matchs. Il y aura Man U, il y aura Newcastle et il y aura Arsenal. Donc il va pas falloir se prendre les pieds dans le tapis, parce que si on fait 4 matchs à 0 points, là, entre guillemets, on en rigole, on parle de la relégation, mais ça se rapprochera forcément parce que les autres équipes vont pas faire 4 matchs à 0 points. Et oui, il faut éviter pour Tottenham de se retrouver le couteau sous la gorge parce que c'est pas leur place, c'est pas là qu'ils doivent être, ils ont pas non plus des joueurs qui sont habitués à ce genre de situation, hein, d'avoir joué un maintien et tout ça. Donc ouais, il faut sortir la tête de l'eau et ce serait bien inspiré de le faire là face à City parce que je pense ils sont déjà bien servis de la Ligue des Champions là, où on rappelle ils ont terminé dans le top 8, voire quatrième même, Ouais. pour se donner un gain de confiance. Et je pense que là, une victoire face à City, ça ferait vraiment du bien à toute l'équipe, que ce soit à Thomas Frank ou à ses joueurs, pour la confiance en tout cas. Et Tottenham qui s'est imposé 3 fois sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, face à Manchester City. Donc Ouais. ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner ce week-end. Ça peut être aussi l'un des chocs, même si le classement ne le reflète pas toujours. Tu en parlais, Hugo, 2 équipes qui se sont qualifiées dans le top 8 de la Ligue des Champions. Tottenham 4e, Manchester City 8e, 2 des 5 équipes de Première Ligue dans ce top 8. Preuve une nouvelle fois que le championnat anglais est quand même le meilleur championnat du monde. Euh, mais même si ces 2 équipes sont dans le top 8 de la Ligue des Champions, évidemment, le scénario est bien différent et la façon d'aborder les choses n'est pas la même, Valentin. Ouais, tout à fait. Effectivement, parce qu'il y a 2 dynamiques qui se ressemblent ou qui peuvent se ressembler en Ligue des Champions, mais qui sont bien évidemment opposées en Première Ligue. Donc d'un côté, je dirais que les matchs européens du côté de Tottenham, c'est plutôt des bols d'air, parce qu'au final, voilà, ça permet d'avoir une petite nouvelle énergie, un petit regain de forme, c'est changer les idées aussi la morosité de leur position quand même en Première Ligue, c'est pas évident et que ça marche aussi bien en Ligue des Champions. Alors c'est quand même étonnant parce qu'on se dit s'ils ont la recette pour marcher en Ligue des Champions, pourquoi ils n'y arrivent pas en Première Ligue? Bon, ça j'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas ça peut leur permettre d'aller loin en Ligue des Champions. Ça peut franchement leur permettre de tester des choses et de prendre confiance et de se relancer en fait indirectement aussi en Première Ligue. Et je pense que c'est très important pour Tottenham ces matchs de Ligue des Champions. Et est-ce que c'est dommage? Enfin, dommage. Non, on peut pas parler que ça soit dommage qu'il soit dans le top 8, c'est forcément une très bonne nouvelle. Est-ce que jouer 2 matchs de plus pour eux en barrage aurait été quelque chose de bien? Bon, au vu de leur calendrier, je suis pas sûr. Voilà, Et on l'a puis les dit blessures que en plus, ouais. ça allait enchaîner. Et les blessures, c'est ça, il n'y a pas un effectif non plus, un réservoir qui est énorme. Donc, bon, voilà, c'est très bien qu'ils soient dans le top 8 quand même. Et puis du côté de City, bah, c'est différent parce que City joue vraiment sur les 2 tableaux. Et là aussi, hein, il y a un calendrier pour City qui est assez conséquent, qui est assez important. Ils vont jouer Newcastle, ils vont jouer Liverpool, ils vont aller à Leeds. Donc voilà, il y a quand même des petits matchs pièges et il faut vraiment pour City retrouver une dynamique durable, on va dire, pour City, parce que c'est vrai que ils sont un petit peu en dents de scie là depuis quelques matchs, que ce soit aussi en Ligue des Champions, hein, parce qu'ils ont perdu, on le rappelle, à Bodo Glimt 3-1 il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. Une défaite quand même, bon, qui ne peut pas dire grand-chose sur la suite de la saison, mais qui est quand Mais même qui ne ressemble notable. pas à City, ouais. Donc, et qui ne ressemble pas à City. Et puis même en Première Ligue, voilà, le fait de perdre face à Manchester United, le fait voilà, d'être tenu en échec à Sunderland, enfin ça fait beaucoup. Donc pour Manchester City, va quand même bien falloir gérer les 2 tableaux. Ça peut être un petit peu piège. Ouais, il va falloir être attentif là-dessus. Alors pour Tottenham, franchement, jouer avec des champions, c'est que du bonus et il faut qu'ils en profitent à fond pour se relancer en Première Ligue. Sachant que City, ils sont encore dans les 2 cups, hein. Ouais, City, et ça va Ils jouer jouent sur dès la 4 semaine tableaux. prochaine, Ouais, là, c'est juste les après le demi-finales week-end. retour, donc c'est Ouais. des matchs importants. Alors, City s'était imposé 2-0 à l'aller, donc face à Newcastle, mais rien n'est fait en coupe face au vainqueur de la dernière FL Cup, qui plus est. Donc, même si ce sera à l'Etihad Stadium, ce sera à prendre avec précaution. Il va y avoir un gros enchaînement encore pour Manchester City.
Val, tu nous parlais de Manchester United. Eh bien, allons-y à Old Trafford pour le dernier match de cette preview. Ce sera dimanche à 15h. Manchester United recevra Fulham. Eh bien, je vais rester avec toi, tiens, Valentin, puisqu'il y a eu les 2 matchs d'euphorie de l'arrivée d'un nouveau coach à Manchester United. Bon, on sait quand ça insuffle une dynamique d'un coup l'arrivée d'un nouveau coach, mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on va se poser. Parce que c'est typiquement le genre de match où Manchester United peut se prendre les pieds dans le tapis. Donc c'est un peu le match de la confirmation pour Michael Carrick et Man U. C'est ça, tout à fait. C'est le match de la confirmation, c'est le bon mot. Gagner face à Manchester United et gagner face à Arsenal, c'était pas gagné, ça c'est sûr. Mais en termes de motivation et de management, j'ai presque envie de dire du vestiaire, de gestion du groupe. Bon, bah, pour se motiver face à Arsenal ou Manchester City, il n'y a pas de doute, les joueurs, ils seront à fond et ils sont capables d'avoir ce regain d'énergie et cet excès même de motivation. Mais s'il y a un excès de motivation, ça finit par retomber. Et comme tu l'as dit, ce match contre Fulham, ça peut être l'exemple typique. Une équipe sur le papier qui est quand même moins bien classée que Manchester United. Une équipe qui est plus faible. Et donc une victoire qui paraît cette fois-ci logique. Alors que les victoires face à Arsenal et Manchester City ne l'étaient pas. Et là, c'est la victoire qui est obligatoire. Et donc... c'est très piégeux. C'est très piégeux pour Michael Carrick et ses hommes. C'est là si on va voir réellement si le renouveau de United peut être durable ou pas. Ça va être le match référence pour savoir si United peut continuer ou non jusqu'à la fin de la saison sur cette lancée. Alors tout ne va pas jouer non plus sur ce match, mais c'est l'exemple typique, c'est le match piège, c'est le match de la confirmation, on peut l'appeler comme on veut. Dans tous les cas, faut que Manchester United le gagne, même si sur la pelouse, ils seront peut-être un poil moins motivés, et ça peut se comprendre, mais il faudra quand même le gagner. Bon, alors l'avantage, entre guillemets, si c'est un avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de distractions pour Manchester United, qui ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, après avoir été finaliste de la dernière Ligue Europa. Et finalement, le fait de ne pas jouer de Coupe d'Europe, toi Hugo, tu penses que ça va jouer en leur faveur? Ouais, c'est une équipe qui a pas énormément de profondeur. On l'a vu quand il y a eu les départs de Mbeumo et d'Amad Diallo à la CAN. On l'a vu quand il y a eu des blessures. C'est compliqué pour Manu de perdre un cadre. Donc forcément, ne pas avoir à jouer des matchs en semaine, ça va leur être bénéfique. Pouvoir jouer tous les matchs à fond, tous les week-ends à fond. Ils sont sortis très tôt des 2 cups, il me semble, si je dis pas de Ouais. bêtises. Oui, ils sont peut-être encore en FA Cup. Non, Non, même ils sont pas. sortis des deux Donc, cups. donc voilà, ils ont vraiment plus que le championnat sur lequel se concentrer. Ils sont quatrième. Ils sont quatrième, mais ils sont surtout en pleine bourre. Donc s'ils continuent sur ce rythme, ils peuvent clairement viser le titre. Ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué de rattraper et Arsenal et Man City. Il faudrait vraiment que les 2 équipes se ratent. Mais pourquoi pas, ouais, aller chercher la troisième, voire pourquoi pas la deuxième place. Manchester United qui avait été sorti, tiens, pour compléter ton propos, de la FA Cup par Brighton et de le FL Cup au 2e tour par Grimsby Town, cette équipe de 4e division, témoin d'un doute. Bon, c'était le gros faux pas du début de saison, encore en août. De l'autre côté, pour ce match à Old Trafford, Valentin, on ne parle pas beaucoup de Fulham. Mais il faut bien avouer que les Cottagers sont plutôt bien, et même dans la partie haute de ce classement très dense, très resserré, ils sont 7e avec 34 points, les Cottagers. Et alors, c'est quoi? C'est gros coup en vue là à Old Trafford? Gros coup en vue à Old Trafford, je sais pas. Ils peuvent les embêter, c'est sûr. Ils peuvent piéger Manchester United. Après, c'est compliqué aussi à lire la Première Ligue cette année. Certes, on n'en parle pas beaucoup de Fulham, nous les premiers, on s'en excuse pour les supporters. Mais c'est vrai que sur le papier, ils sont 7e. Alors on peut se dire, waouh, c'est un choc du haut de tableau presque, ça joue l'Europe, Fulham, on peut s'emballer. Je m'emballerai un petit peu moins parce qu'en fait, quand on regarde dans le détail, ils sont 7e et dans 2 semaines, ils peuvent se retrouver 14e. Oh, t'es dur. Et on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais la Première Ligue est tellement dense et resserrée qu'ils sont, ils sont à 1 point du 11e seulement. Donc de la 7e à la 11e place, il y a 1 point, et de la 7e à la 13e place de Bournemouth, il y a 4 points.
points. Donc tout peut aller très vite. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on n'a pas parlé les précédentes semaines. C'est parce qu'ils étaient dans ce ventre mou, mais qui est ultra resserré, ultra compétitif, bien évidemment. Mais il n'y a pas vraiment de leçon à en tirer. Et j'ai envie de dire, il y a peut-être une équipe à la fin de la saison qui va se retrouver en tête de ce wagon-là. Peut-être avec seulement un point d'avance, mais qui va au final tirer le gros lot. Est-ce que ça sera Fulham? Je Ou ne peux Everton, pas le par dire exemple. pour l'instant. Ou C'est ça. Everton, peut-être que ça t'arrangerait. On a parlé aussi de Sunderland beaucoup. Il y a Brentford aussi qui est un petit peu qui est bien placé aussi. Il y a Newcastle. Enfin, il y a énormément de clubs là dans ce groupe-là. Je tirerais pas de conclusion trop hâtive concernant Fulham. Je vais être un peu plus modéré parce que j'ai tendance à m'emporter sur certains points de vue ou quoi. Donc je vais un peu me retenir sur ce coup-là, mais en tout Valentin cas, est devenu sage. non, sage peut-être pas, mais en tout cas, voilà, peut-être qu'ils vont faire un gros coup à Man United, c'est possible, mais pas de gros enseignements, je pense, à en tirer pour Fulham, si ce n'est qu'ils sont quand même dans le bon wagon et qu'ils sont quand même bien partis pour pas descendre. Ça, on peut le dire, c'est factuel. Je pense pas qu'ils jouent la relégation cette année. Voilà, je peux me le dire sans trop m'avancer qu'ils seront encore en première ligue l'an prochain. Après, pour le Bon, reste, attention. plus compliqué à prédire. Et depuis le début de saison, ça passe par un excellent Harry Wilson et ça passera peut-être encore par un excellent Harry Wilson ce week-end, Hugo. Ouais, clairement, il fait partie de des joueurs hein, de cette saison. Le Gallois, si je dis pas de bêtises. Oui, le Gallois. Il semble bien que je l'avais commenté plus C'est tôt en bien. saison. J'avais commenté un match du Pays de Galles. Je me disais, mais je les connais. Mais voilà. Non, il est clairement en pleine forme. Harry Wilson, avec Fulham, il fait la meilleure saison de sa carrière. Hein, c'est clair. Et en plus de ça, il est décisif. Et ça, c'est non négligeable pour Fulham parce que c'est lui qui fait basculer des matchs d'un côté, enfin du bon côté justement, en réussissant à être décisif face à Brighton, face à Chelsea. Il avait marqué aussi, il avait l'égalisation face à Liverpool, enfin je me souviens plus, mais Ouais. voilà. En tout cas, il avait Non, marqué non, face à le premier but. Liverpool. Le premier but, ouais. C'était le premier but, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il est décisif, quoi, un match sur deux à peu près, Harry Wilson. Donc ouais, il est extrêmement important pour Fulham. Et pour moi, il fera partie des révélations de cette saison, clairement, parce que je pense que pas grand monde, à part les experts, le connaissaient avant. Et pour moi, il fera même partie des joueurs de la saison. Hein. Il sera, pour moi, s'il garde ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison, il peut clairement terminer dans le 11 type de la saison. Il fait pas partie de ces joueurs qui font 3-4 week-ends en pleine bourre. On se dit alors peut-être, et puis finalement, pas tant que ça. Non, Harry Wilson, là, ça tient, ça va sur la durée. Et c'est un élément hyper important pour Fulham qui, on le sait, on l'avait dit, hein, ils avaient pas beaucoup, ils avaient quasiment, enfin ils avaient pas recruté du tout même en début de saison, hein, à part deux petites signatures dont un gardien remplaçant. Mais la révélation de joueurs comme Harry Wilson, bah clairement ça les aide parce que c'est quasiment comme une recrue, on ne l'attendait pas à ce niveau et il se révèle et ouais c'est hyper important pour les Cottagers. Et quel fantastique pied gauche, là, ce but de la victoire contre Brighton, là, le coup franc, là. Bah, c'est exceptionnel, hein, la frappe de balle qu'il a sur son pied gauche, Harry Wilson. Ça, c'est un des délices, des joueurs délicieux de Première Ligue britannique, dont on se régale chaque week-end. On va faire, avant de refermer évidemment cette preview et avant de terminer avec les autres matchs du week-end, un petit point transfert avec toi Hugo, vous en avez l'habitude dans ce mois de janvier, et on commence du côté d'Aston Villa. Ouais, ça a pas mal bougé hein, avec l'arrivée de Tammy Abraham qui a été acheté à Beşiktaş. Un dossier assez fou hein, pour ceux qui ont suivi. Il était prêté par la Roma à Beşiktaş. Beşiktaş qui l'a acheté et qui 30 heures plus tard l'a déjà revendu à Aston Villa. Donc voilà. Les affaires sur les affaires, comme diraient certains. Donc voilà, le retour de Tammy Abraham en Angleterre. On se souvient qu'il était parti de Chelsea pour aller jouer en Serie A à Aston Villa, à la Roma, puis qu'il était parti en Turquie. Là, c'est son retour en Angleterre. On va voir si ça lui réussira. On a vu qu'il y a eu des départs, hein, notamment Daniel Malen à la Roma. C'est un peu un système Ça s'est triangulaire. Hein, croisé. Ouais. voilà, c'est ça. Avec le Beşiktaş, ça a profité à peu près à tout le monde cette affaire. Et ouais, il y avait besoin de renfort du coup à ce poste
poste-là et on va voir ce qu'il va pouvoir faire, notamment, il sera forcément derrière Oli Watkins dans la hiérarchie, mais un joueur intéressant. Et un autre joueur qui arrive, c'est un habitué de la maison qui arrive en prêt, Douglas Luiz, qui arrive en prêt depuis la Juventus. Il était parti en étant un des hommes forts de cette équipe d'Aston Villa. On s'attendait à ce qu'il fasse de grandes choses à la Juventus. Ça n'a pas vraiment marché pour lui. C'est clairement un prêt pour se relancer, le Brésilien. Et il connaît bien la maison. C'est parfait pour lui. Un Il était environnement passé par absolument parfait Nottingham pour se aussi. Hein. relancer. C'est vrai qu'il était passé par Nottingham entre-temps. J'avais oublié cet épisode, je Eh vous avoue. ben, Mais oui, mais en début de saison, en même temps, Nottingham, c'était pas grandiose. c'est ça. Non, mais clairement, voilà, ça va être pour se relancer du côté d'Aston Villa, un endroit qu'il connaît bien. Villa qui jouera contre Brentford. Ça a bougé aussi du côté de West Ham. Ouais, des arrivées, des départs. Arrivé Adama Traoré, vous l'avez vu à Wolverhampton, vous l'avez vu à Fulham, on en a parlé avant. Il quitte Fulham du coup pour rejoindre West Ham, aider les Hammers dans leur quête de maintien. À voir ce que Adama Traoré va pouvoir apporter, le costaud espagnol. Ah ouais, Euh, tellement qu'on et puisse dire. voilà, c'est ça, pour arriver pour pas très cher, hein, pour 2-3 millions, il me semble. Donc voilà, c'est clairement. Il était disponible. Fulham s'est dit il faut tenter le tout pour la fin de saison. Et il tente de se renforcer offensivement. Et il fait carrément partie de ses recrues. Côté de ça, il y aura 2 départs. D'abord, James Ward-Prowse en prêt du côté de Burnley. Et surtout le départ de Lucas Paqueta, qui pourtant, en début de saison, voilà, avait fait. On se souvient de cette célébration où il refuse l'appel de partir Ah. autre part et qu'il embrasse le blason. Finalement, il partira quand même dès cet hiver pour le Brésil pour une somme assez ahurissante. On annonce à presque 40 millions, il me semble. C'est quand même étonnant pour un départ vers le Brésil, mais voilà, Flamengo qui casse sa tirelire pour acquérir les services de Lucas Paqueta. Ouais, et West Ham qui recevra Chelsea dans un des nombreux derbys de Londres de la saison. Chelsea sans Raheem Sterling qui a quitté le club hier, il me semble, hein, si je ne dis pas de Ouais. bêtises. Ouais, à voir où il atterrira, hein, parce qu'il n'y a pas encore vraiment. C'était pas attendu, même s'il jouait très peu depuis le début de saison à Chelsea. Mais voilà, Raheem Sterling libre, on se dit que ça intéressera sûrement des équipes de Première Ligue. Comme d'habitude, toujours une équipe qui va venir le chercher sur le marché. Du mouvement aussi à Bournemouth, Hugo, pour conclure. Ouais, deux arrivées aussi. D'abord le Brésilien Ryan qui arrive pour 30 millions depuis le Brésil. Ryan Cherky va avoir de la Faux-pied. concurrence, mon Val. C'est ça. Et il n'est pas convaincu. Il sait Oui, que non, mais Cherki je me est plus fais pas fort. trop de soucis. le silence qu'il a laissé en disait long. Franchement, voilà, c'est... bravo. Non, mais voilà, ailier droit, faux pied, un gaucher du coup qui va jouer à droite. Clairement, on cherche un remplaçant, Antoine Semenyo, qui a laissé un trou. Et s'il y avait du monde sur le banc, voilà, il faut renflouer l'effectif. Et voilà, 30 millions déboursés par Bournemouth pour Ryan, ça montre encore la puissance financière de la Première Ligue, hein, où une équipe de milieu de tableau peut se permettre d'aller chercher des joueurs à 30 millions au mercato hivernal. Et aussi l'arrivée de Mandas, hein, après le gardien grec. Clairement, on va voir s'il va pouvoir apporter de la concurrence à Petrovic, qui est un peu en dents de scie depuis le début de saison. Il Enfin, faudrait, comme souvent. Enfin, c'était déjà le cas à Chelsea en Première Ligue. C'était bien relancé à Strasbourg, mais là, c'est compliqué du côté de Bournemouth. Donc, à voir si le gardien grec va pouvoir apporter de la concurrence aux Serbes. Avant de finir avec la fin du calendrier de cette 23e journée de Première Ligue, aussi un départ du côté des Wolves, c'était celui de Fer Lopez qui est parti du côté du Celta Vigo. Et pour ceux qui suivent la Ligue Europa, vous avez pu vous délecter de ce magnifique extérieur du pied pour son premier match au Celta Vigo. Je ne sais pas si on a eu le nez fin du côté de Wolverhampton de laisser partir un joueur comme celui-ci. On ne va pas se référer à une seule frappe, mais en tout cas... l'extérieur du pied gauche, entrée de surface, là, il en disait quand même long sur le joueur, je pense. Et donc, il reste 2 matchs dont on n'a pas parlé dans cette preview. Ce sera un des matchs d'ouverture de la journée, Brighton contre Everton. Et le match de clôture, ce sera lundi soir entre Sunderland, toujours invaincu à domicile, dernière équipe invaincue à domicile en Première Ligue cette saison, qui recevra Burnley pour clôturer cette 23e journée 23e 24e 24, il me journée, semble. 24e, j'ai dit 23e, 24e. Merci de me reprendre. Et puis voilà, nous on se retrouve donc pour le débrief de ce très dense week-end de Première Ligue. Là, les 2 week-ends à venir, on risque de se régaler. Branchez bien votre télé, votre radio, peu importe, mais suivez la Première Ligue ce week-end parce que ça va être mouvementé.
Ouais, oui, bah, je vois que tu rigoles, Et Hugo, on pour a le droit finir, des... quand même, Oui? Ah, j'écoute les matchs à la radio. Hein. Bah Antoine, alors? tu nous avais réservé une petite anecdote, non? Ah mais oui, Il me semble, alors je j'ai sais pas failli, si. ah mais Eh oui, oui! non mais C'est pour j'aurais dû récompenser tous nos ouvrir par ça en éditeurs qui nous plus. écoutent jusqu'à la fin. Bah alors ouais, Aïe. alors une Est-ce que tu petite veux la anecdote garder très pour le personnelle. Ben débrief non, ou est-ce mais que. bah, simplement, mais sur le quai de la gare du Nord, figurez-vous, de retour à Paris, j'ai eu la chance de croiser François Marshall, le GOAT François Marshall quand même, voilà, Qui est l'un rentré des de Bruges. commentateurs phares de Canal+, qui est rentré de Bruges avec un petit peu la mine déconfite, parce que évidemment ça n'arrange pas Canal de perdre Marseille, mais voilà, donc François Marshall qui nous Tu a lui as fait une parlé petite bise quand même, au moins. je n'ai pas osé quand même. Non, je n'ai pas osé. Tu lui as parlé tempo. Tu as euh, dit d'écouter tempo. Écoutez, messieurs, on a parlé de Première Ligue un petit peu. Bon, il m'a dit qu'il s'excusait de ne pas avoir donné chance à Arsenal contre Manchester United. Mais... et sachez, messieurs, pour casser le mythe quand même, que les envolées lyriques, les fameuses envolées de François Marshall sont a priori tout improvisées. Puisqu'il m'a dit, voilà, je n'écris rien. Donc, franchement, ça entretient encore Chapeau. plus la légende. Moi, j'ai envie de dire. Mais... Ouais. Voilà. Et voilà, c'était la petite anecdote. Si vous avez écouté jusqu'au bout, bah, je ne sais pas ce que vous allez en faire de cette anecdote, mais voilà, vous Commentez l'avez. François Marshall si vous avez commenté jusqu'au bout. Si vous avez écouté jusqu'au bout. Ah bah, ce sera l'occasion de voir. Merci messieurs en tout cas pour cette preview de la 24e journée. On revient pour le débrief. Et il y a un match dont on n'a pas parlé non plus, et j'ai failli l'oublier. C'est un match crucial dans la lutte pour le maintien. En plus, on voulait en parler avant, c'est pour ça. C'est le Nottingham Crystal Le match Palace. de la peur. Le Évidemment. Nottingham Crystal Palace entre les deux premiers non relégables. Qu'on vous débriefera sûrement. Sauf oui. si c'est match nul 0-0. C'est pas les deux premiers non relégables d'ailleurs, parce que Crystal Palace est 15e, mais avec Nottingham Forest 17e, ce sera un match de la peur. On vous en parlera a priori dans le débrief, sauf si, comme dit Hugo, c'est une purge de football, mais on a rarement ça quand même avec la Première Ligue, et peu importe ce que disent les détracteurs. Merci messieurs pour cette preview bien complète. On se retrouve lundi pour le débrief de cette 24e journée. D'ici là, passez un bon week-end de Première Ligue. Et voilà, amusez-vous, profitez bien. Salut messieurs, merci beaucoup, salut à tous. Salut, ciao ciao.